Elle a épousé un homme qu'elle n'aimait pas pour protéger sa fille. Des années plus tard, la vérité a fait pleurer tout le monde. Bon retour et profiter de l'histoire. Dans la pittoresque ville côtière de Marseille, où les maisons colorées s'accrochent aux collines, et où le parfum du sel se mêle à celui du café, une mère désespérée fait l'ultime sacrifice. Francine, pianiste talentueuse aux rêves de carrière internationale, voit son monde s'effondrer lorsqu'elle découvre que sa fille de 5 ans, Thérèse, souffre d'une maladie rare nécessitant des traitements coûteux. Face aux factures qui s'accumulent, et sans assurance adéquate, Francine se retrouve devant un choix impossible quand William, un riche homme d'affaires, lui fait une proposition inattendue. Le mariage en échange de la prise en charge de tous les frais médicaux pour Thérèse. Malgré l'absence d'amour, Francine accepte, abandonnant sa carrière musicale et sa liberté personnelle. Le jour de leur mariage, son regard reste distant tout au long de la cérémonie. Ses amis chuchotent à propos de cette union soudaine, ignorant la vérité qui se cache derrière sa décision. Cette nuit-là, alors que William dort, Francine joue silencieusement des gammes de piano sur le rebord de la fenêtre, son unique lien avec son ancienne vie. William s'avère être un homme contrôlant mais pas cruel. Il dicte l'emploi du temps de Francine, ses choix vestimentaires et son cercle social, l'isolant progressivement de ses amis. Son obsession des apparences signifie que Thérèse fréquente la meilleure école, tandis que Francine devient l'épouse trophée parfaite, assistant à des galas de charité à son bras, avec un sourire étudié qui n'atteint jamais ses yeux. Un matin, alors que William est parti au travail, Francine explore leur somptueuse villa perchée sur les hauteurs de Marseille. Les grandes baies vitrées offrent une vue imprenable sur la Méditerranée, mais elle se sent comme un oiseau en cage. Dans la bibliothèque, elle découvre des livres rares qui n'ont jamais été ouverts, simplement achetés pour impressionner. C'est là qu'elle remarque un petit point noir dans le coin du plafond, une caméra. Au fil des jours suivants, elle en découvre d'autres, disséminées stratégiquement dans toute la maison. Cette surveillance s'étend à son téléphone et à son ordinateur, la coupant efficacement de tout soutien extérieur. Lors des dîners de famille, Thérèse remarque la tristesse de sa mère, malgré les efforts de Francine pour la dissimuler. Si tu aimes l'histoire, tape 5 dans les commentaires et abonne-toi pour plus de vidéos comme celle-ci. Sinon, tape 0. Cela m'aide à créer un contenu encore meilleur pour toi. On continue. 3 mois après le mariage, Francine se lie d'amitié avec Rachel, la gouvernante qui travaille pour la famille de William depuis des décennies. Rachel, femme robuste aux mains calleuses mais au sourire chaleureux, devient rapidement son unique confidente. Elle partage avec Francine les traditions locales et les techniques culinaires provençales, lui apprenant à préparer la traditionnelle tapenade le dimanche pendant que William joue au golf. Ces moments deviennent le sanctuaire de Francine. Les olives, elles ont besoin d'être écrasées pour révéler leur véritable saveur, lui explique Rachel un jour, ses yeux sombres fixant intensément Francine. Comme certaines personnes, non. Cette réflexion touche Francine au plus profond d'elle-même. Elle commence à voir en Rachel non seulement une alliée, mais aussi un miroir de ce qu'elle pourrait devenir. Une femme qui s'est adaptée à la captivité sans perdre son essence. Un après-midi, alors que William est en voyage d'affaires, Rachel emmène Francine dans une petite pièce sous les combles que les caméras ne surveillent pas. Là, elle lui montre de vieux articles de journaux soigneusement conservés. Francine apprend que la première femme de William a disparu dans des circonstances mystérieuses, bien qu'aucun acte répréhensible n'ait jamais été prouvé. Cette révélation accroît l'anxiété de Francine, mais renforce sa détermination à protéger Thérèse. « Elle était comme toi », murmure Rachel, « jeune, belle, pleine de vie. Puis, un jour, plus rien. » La mère de William, Jeanne, une matriarche redoutable qui vit dans la propriété adjacente, traite initialement Francine avec mépris. Leurs premiers échanges sont glacials, la vieille femme scrutant Francine comme si elle évaluait une marchandise de qualité inférieure. Mais lorsque Francine aide à soigner la vieille dame pendant une grave maladie, appliquant des remèdes à base de plantes appris de Rachel, un respect réticent se développe entre elles. Un soir, alors que Francine lui applique une compresse d'herbe sur le front fiévreux, Jeanne saisit son poignet avec une force surprenante pour son âge. « Pourquoi restes-tu avec lui » demande-t-elle abruptement. Francine hésite. « Pour ma fille. » Jeanne la fixe longuement. « Il y a toujours une autre solution que de vendre son âme » dit-elle avant de fermer les yeux. 6 mois après leur mariage, les affaires de William commencent à péricliter.
son stress se manifeste par un comportement de plus en plus contrôlant, notamment en restreignant le temps que Francine passe avec Thérèse. Sous prétexte que l'état de santé de sa fille nécessite du calme, il dicte désormais les horaires auxquels Francine peut voir Thérèse, souvent en présence d'une infirmière qu'il a personnellement engagée. Un jour, en cherchant un médicament, dans le bureau de William, Francine tombe sur un dossier médical. Son cœur s'arrête quand elle réalise qu'il s'agit de celui de Thérèse. En parcourant les pages, elle découvre avec horreur que les documents ont été falsifiés. Sa main tremble lorsqu'elle compare ses rapports avec les copies qu'elle avait secrètement conservées. La vérité la frappe de plein fouet. La condition de Thérèse, bien que réelle, n'a jamais mis sa vie en danger. William a fabriqué la gravité de la maladie pour piéger Francine dans ce mariage. C'est à ce moment que Francine commence à enregistrer secrètement les conversations d'affaires de William, ne comprenant pas leur signification, mais sentant qu'elles pourraient être importantes. Elle cache de minuscules enregistreurs dans son bureau, sous le prétexte d'y faire le ménage elle-même, pour ajouter une touche personnelle à leur foyer. Quand vas-tu enfin comprendre qui détient réellement le pouvoir dans cette maison? Depuis quand une simple pianiste de province pense-t-elle pouvoir défier un homme comme moi? Le printemps arrive à Marseille, amenant avec lui la fête annuelle de la ville, lorsque des lanternes colorées illuminent le vieux port et que les familles se rassemblent pour écouter de la musique et assister à des danses traditionnelles provençales. À la surprise de Francine, William insiste pour qu'elle participe à l'événement culturel en tant que pianiste. Ce sera sa première performance publique depuis son mariage. « Montre-leur ce que j'ai acheté », lui dit-il avec un sourire froid la veille du spectacle. Francine comprend que pour William, il s'agit d'une démonstration de pouvoir, une façon de parader son trophée. Pourtant, dès que ses doigts touchent les touches du piano sur la scène installée face à la mer, quelque chose se réveille en elle. Elle joue Debussy, Clair de lune, ses mains dansant sur le clavier comme si elles avaient attendu ce moment depuis une éternité. Le public est captivé. William, impressionné par l'admiration de la communauté pour son talent, relâche momentanément son contrôle, ignorant que ce goût de liberté ravivera la détermination de Francine. Après ce succès, elle commence à donner des cours de piano aux enfants du quartier, initialement avec l'approbation de William, puisque cela rehausse son statut social. La femme de William Duchamp, si généreuse, partage son talent avec les moins fortunés, murmurent les membres de la haute société marseillaise. Ces leçons deviennent sa connexion avec le monde extérieur et une petite source de revenus indépendants qu'elle cache soigneusement. Parmi ses élèves se trouve Lucas, un garçon de 12 ans au talent exceptionnel mais aux vêtements élimés. Après plusieurs leçons, Francine remarque quelque chose de familier dans ses traits, dans sa façon de tenir ses mains au-dessus du clavier. « Qui t'a appris à jouer avant ?» lui demande-t-elle un jour. « Mon père » répond-il simplement. « Mais il est parti quand j'étais petit. » Un soupçon commence à germer dans l'esprit de Francine. Elle enquête discrètement et découvre que Lucas est le fils secret de William, qu'il a abandonné financièrement et émotionnellement. Quand elle tente d'aider le jeune garçon, William menace d'envoyer Thérèse dans un pensionnat à l'étranger. Francine recule mais commence à planifier plus soigneusement. As-tu déjà rencontré quelqu'un qui a dû faire un choix impossible pour protéger un être cher? Partage ton expérience dans les commentaires ci-dessous. Après 1 an de mariage, Francine trouve des preuves que William l'a délibérément ciblée après l'avoir vue jouer lors d'un récital, orchestrant leur rencontre et contribuant potentiellement aux difficultés financières qui l'ont rendue vulnérable à sa proposition. Dans un vieux dossier, elle découvre des photos d'elle prises à son insu, des mois avant leur prétendue première rencontre. Son sang se glace en réalisant l'ampleur de la manipulation. Elle apprend également que la mystérieuse maladie de Thérèse pourrait être traitée par des méthodes bien moins coûteuses que celles imposées par William. Les traitements actuels, bien que non nocifs, sont largement superflus et servent principalement à maintenir l'illusion de dépendance de Francine envers la fortune de William. Le point tournant survient lorsque la mère de William subit une chute et, croyant sa fin proche, confesse à Francine que la première femme de William n'a pas disparu, mais s'est échappée avec son aide. Allongée dans son lit, le visage pâle, mais les yeux lucides, Jeanne saisit la main de Francine. Elle vit maintenant en Espagne sous un autre nom. J'ai aidé Claudine parce que j'ai vu dans ses yeux la même chose que je vois dans les tiens, ce désespoir silencieux.
Elle tousse légèrement avant de continuer. Mon fils est devenu l'homme que son père était. J'ai échoué à briser ce cycle. Mais peut-être que toi... Elle offre à Francine la même assistance, reconnaissant le même désespoir dans ses yeux. Cet aveu inattendu donne à Francine l'alliée la plus improbable et la plus puissante qu'elle aurait pu imaginer. À partir de ce moment, Francine rassemble méticuleusement des preuves des irrégularités commerciales de William grâce à ses enregistrements, sécurise des copies des véritables dossiers médicaux de Thérèse et prépare la documentation de la manipulation psychologique de William. Travaillant avec Rachel et la mère de William, elle crée un plan d'évasion. Pendant ce temps, William devient de plus en plus instable. Ses affaires s'effondrent suite à une enquête gouvernementale dont Francine entend parler par bribes lors des appels téléphoniques anxieux qu'il reçoit. Il boit davantage, et son comportement envers Francine oscille entre une possessivité étouffante et une négligence totale. Un soir, rentrant ivre d'une réunion d'affaires, il trouve Francine en train de jouer une mélodie mélancolique sur le piano. « Tu penses que tu peux m'échapper » demande-t-il, chancelant dans l'embrasure de la porte. « Tu n'es rien sans moi. Rien. » Francine continue de jouer, imperturbable. « Tu te trompes, William. Je suis tout ce que j'ai toujours été. Tu n'as rien acheté d'autre qu'une illusion. » Cette nuit-là, elle finalise son plan. Avec l'aide de Jeanne, qui malgré sa fragilité conserve une influence considérable sur les affaires familiales, Francine obtient des documents prouvant que William a fraudé non seulement le gouvernement, mais aussi ses propres associés. Rachel, quant à elle, s'occupe des arrangements pratiques, un appartement secret, de nouveaux papiers d'identité et un itinéraire d'évasion. Pendant les célébrations de Noël à Marseille, où la tradition veut que les familles allument, des bougies le long du front de mer symbolisant les espoirs pour l'année à venir, Francine interprète publiquement une composition qu'elle a secrètement écrite au cours des mois de sa captivité. Cette pièce raconte son histoire sans mots, émouvant l'audience aux larmes. William, croyant que cette démonstration publique cimente sa propriété sur son talent, reste inconscient de sa véritable signification. « C'est magnifique », lui dit-il après la performance, ses yeux brillants d'orgueil, non pas pour son talent, mais pour ce qu'il considère comme sa possession. « Tu vois ce que je t'ai permis d'accomplir » Francine sourit pour la première fois sans feindre. « Oui, je vois parfaitement maintenant. » Alors que les préparatifs d'une somptueuse fête du Nouvel An occupent William, Francine exécute son plan. Avec l'aide de Jeanne, elle s'assure de la sécurité de Thérèse et confronte William avec les preuves de sa tromperie. Elle ne menace pas de l'exposer publiquement, mais négocie plutôt sa liberté, jouant de sa peur du scandale contre son désir de la contrôler. Dans le bureau de William, elle dispose méthodiquement les documents devant lui. Les dossiers médicaux falsifiés, les preuves de fraude financière, les photos montrant qu'il l'espionnait avant leur rencontre. « Qu'est-ce que tu veux ?» demande-t-il, son visage pâlissant à mesure qu'il comprend l'ampleur de ce qu'elle a découvert. « Je veux ma liberté, et celle de Thérèse. Je veux une pension alimentaire raisonnable, pas pour moi, mais pour elle. Et je veux que tu reconnaisses Lucas comme ton fils et que tu subviennes à ses besoins. » William rit amèrement. « Et si je refuse ? Alors ces documents seront envoyés à la presse, à tes associés et aux autorités. Ta mère est prête à témoigner contre toi. Elle l'a déjà fait pour ta première femme. » Il la fixe, incrédule. « C'est ma mère. Elle cherche la rédemption, William. Quelque chose que tu devrais peut-être envisager. Comment cette confrontation va-t-elle se terminer ? Est-ce que William acceptera ces conditions pour éviter le scandale, ou Francine devra-t-elle mettre ses menaces à exécution ? La scène finale montre Francine et Thérèse 6 mois plus tard, vivant dans un appartement modeste mais joyeux au-dessus d'une école de musique que Francine a créée dans le vieux quartier du Panier. Des élèves de tous âges y apprennent à jouer, y compris plusieurs boursiers des quartiers défavorisés de Marseille. La communauté les a prises sous son aile, protégeant une vérité que seuls quelques-uns connaissent. La mère de William est devenue une alliée surprenante et une figure grand-maternelle pour Thérèse, trouvant la rédemption en aidant à briser le cycle de contrôle qu'elle a jadis facilité. Rachel leur rend visite régulièrement, apportant sa tapenade et sa sagesse traditionnelle. Un jour, alors qu'elles observent le coucher du soleil depuis leur petit balcon donnant sur la mer, Thérèse, maintenant âgée de 7 ans, pose une question qui trouble Francine. « Pourquoi avons-nous quitté notre grande maison et notre style de vie luxueux, maman ?» Francine caresse les cheveux de sa fille, cherchant les mots justes.
Parce que les vraies richesses viennent de vivre authentiquement, explique-t-elle. Parfois, ce qui ressemble à un sacrifice est en réalité le chemin vers la liberté. Thérèse réfléchit à ces paroles, son jeune visage sérieux. « Comme ton piano? Tu as arrêté de jouer pour moi, et maintenant tu joues de nouveau. » « Exactement, mon cœur. Certaines choses ne peuvent jamais vraiment être achetées ou vendues. » Lucas est devenu l'un des élèves les plus doués de Francine. Après avoir découvert la vérité sur son père, il a traversé une période de colère et de confusion. Mais sous la tutelle patiente de Francine, il a commencé à transformer ses émotions en musique. Sa ressemblance avec William est frappante, mais son âme est entièrement différente. L'histoire culmine lorsqu'un des anciens amis de Francine, désormais un célèbre promoteur de concerts, assiste à un récital communautaire. Ému par le jeu et l'enseignement de Francine, il lui offre la chance de se produire à nouveau, cette fois selon ses propres conditions. Le soir du concert, Francine porte une simple robe bleue, loin des tenues coûteuses que William lui imposait. La salle est modeste comparée au grand théâtre, où elle rêvait autrefois de jouer, mais chaque siège est occupé. Au premier rang, Thérèse, Lucas, Rachel et Jeanne l'observent avec fierté. Alors que Francine prend place sur scène, elle aperçoit William au fond de la salle. Leurs regards se croisent brièvement. Il hoche imperceptiblement la tête, un geste minuscule mais significatif de reconnaissance, peut-être même de remords. Francine se tourne vers son public. Pour la première fois depuis des années, elle joue sans peur, sans calcul, sans faux semblant. Ses doigts dansent sur les touches avec une liberté retrouvée. Dans les notes qui s'élèvent, elle raconte son voyage, la douleur, la captivité, mais surtout la libération. La mélodie parle de second départ, de renouveau, de la beauté fragile mais indomptable de l'esprit humain. L'audience se lève pour une ovation, non seulement pour sa musique mais pour son parcours, tandis que des larmes coulent librement parmi ceux qui ont été témoins de sa transformation de captive à créatrice de son propre destin. Le visage de Thérèse rayonne de fierté, comprenant pour la première fois que la force signifie parfois choisir son propre bonheur. Ce soir-là, mère et fille marchent main dans la main le long du port, leurs ombres s'étirant sous les lanternes. Derrière elles, les lumières de la ville scintillent comme des étoiles tombées du ciel, témoin silencieux d'une femme qui a trouvé le courage de briser ses chaînes et de réclamer la liberté qui lui avait toujours appartenu. « Tu vois ces étoiles, Thérèse ?» demande Francine, en pointant le ciel. « Chacune d'elles est libre de briller de sa propre lumière. Personne ne peut posséder une étoile. »« Même les plus riches hommes du monde ?» demande la petite fille. Francine sourit, serrant la main de sa fille. « Surtout pas eux. » Le lendemain, matin, une lettre arrive pour Francine. À l'intérieur, un document légal. William renonce officiellement à toute réclamation sur elle ou Thérèse et s'engage à subvenir aux besoins de Lucas. Une note manuscrite l'accompagne. Certaines dettes ne peuvent jamais être remboursées, mais j'essaierai néanmoins. Francine place la lettre dans un tiroir. Son passé ne définira pas son avenir, mais elle n'oubliera jamais les leçons qu'il lui a enseignées. Dans la pièce voisine, Thérèse joue une simple mélodie au piano. Ses petits doigts, encore maladroits, mais déterminés. La musique emplit leur modeste appartement, symbole d'une liberté durement acquise et d'un avenir plein de possibilités. Rachel entre, portant un panier de produits frais du marché. « Alors, comment te sens-tu en tant que femme libre ?» demande-t-elle avec un sourire complice. Francine regarde autour d'elle, les murs aux couleurs vives qu'elle a choisis, les partitions éparpillées sur la table, le son du piano de Thérèse, la vue sur la mer depuis la fenêtre ouverte. Tout ici est authentiquement elle, choisi par elle. « Je me sens comme si j'avais toujours été libre, » répond-elle. « J'avais simplement oublié comment voler. » Cette nuit-là, dans son journal, Francine écrit « Nous pensons que le sacrifice ultime est de renoncer à nous-mêmes pour les autres, mais j'ai appris que parfois, le véritable sacrifice est de choisir soi-même, de montrer à ceux qu'on aime ce que signifie vivre avec dignité et vérité. Car comment peuvent-ils apprendre à voler si nous n'étalons jamais nos propres ailes ?» Au fil des saisons, l'école de musique de Francine prospère, devenant un havre pour les âmes créatives de tous horizons. Elle accueille particulièrement les femmes cherchant à reconstruire leur vie après des relations abusives, leur offrant non seulement des compétences musicales, mais aussi un sentiment de communauté et d'autonomie. Un an jour pour jour,
Après avoir quitté William, Francine organise un concert spécial. Sur le programme, en petit caractère, une dédicace pour tous ceux qui ont eu le courage de recommencer. L'auditorium est rempli de visages, certains qu'elle connaît, d'autres non, tous unis par un fil invisible d'expériences partagées et de résilience. Ce soir-là, elle interprète une nouvelle composition, une pièce qu'elle a intitulée simplement Renaissance. Les notes racontent l'histoire non seulement de sa propre libération, mais de toutes les personnes qui ont trouvé le courage de briser leur chaîne, quelle qu'elle soit. Lorsqu'elle termine, le silence qui suit est presque sacré, comme si l'audience retenait collectivement son souffle avant que n'éclate un tonnerre d'applaudissements. Après le concert, une femme s'approche de Francine, les yeux brillants de larmes non versées. « Votre musique m'a donné le courage dont j'avais besoin », dit-elle simplement avant de disparaître dans la foule. Francine comprend alors que son histoire est devenue plus grande qu'elle-même. En choisissant sa propre libération, elle a créé des ondulations qui touchent des rivages qu'elle ne verra jamais. Thérèse grandit en force et en confiance, sans les ombres qui auraient pu assombrir son enfance si Francine avait choisi de rester. Sa maladie s'est stabilisée avec des traitements appropriés, moins invasifs et plus efficaces que ceux prescrits par William. Elle développe un talent pour la musique, mais aussi pour la peinture, créant des œuvres vibrantes qui capturent l'essence de leur vie au bord de la Méditerranée. Lucas, maintenant officiellement reconnu par William et bénéficiant d'un soutien financier, choisit néanmoins de passer la plupart de son temps libre à l'école de musique de Francine. Il devient comme un grand frère pour Thérèse, et Francine observe avec émotion comment il a surmonté l'abandon pour devenir un jeune homme réfléchi et talentueux. Un jour, alors qu'elle trie de vieilles partitions, Francine tombe sur une photographie jaunie. Elle-même, à l'âge de 20 ans, assise à un piano sur une scène, le visage illuminé par la passion et les possibilités infinies de l'avenir. Elle sourit, reconnaissant cette jeune femme non pas comme une personne perdue, mais comme une partie d'elle-même qui a survécu contre toute attente. Elle place la photo sur son piano, un rappel quotidien que même les cages les plus dorées ne peuvent contenir l'esprit humain indéfiniment. Chaque note qu'elle joue désormais est une affirmation de sa valeur, de sa liberté, de sa volonté indomptable. La dernière scène montre Francine, 5 ans après avoir quitté William, donnant une masterclass dans un conservatoire prestigieux à Paris. Les étudiants l'écoutent avec révérence, tandis qu'elle partage non seulement des techniques musicales, mais aussi des leçons de vie. La vraie virtuosité, leur dit-elle, ne consiste pas seulement à maîtriser les notes, mais à trouver votre voix authentique. N'ayez jamais peur de jouer votre propre mélodie, même si elle dérange ceux qui préféreraient vous voir silencieux. Après la classe, le directeur du conservatoire lui offre un poste permanent. Francine est tentée. C'est l'opportunité dont elle rêvait dans sa jeunesse. Mais elle pense à son école à Marseille, à la communauté qu'elle a bâtie, aux vies qu'elle continue de toucher. « Je suis honorée, répond-elle, mais ma place est là où je peux faire la plus grande différence. » De retour à Marseille, elle est accueillie par une surprise. Thérèse, Rachel, Jeanne et ses élèves ont transformé une partie de l'école en petit studio d'enregistrement, pour que ta musique puisse voyager même quand tu restes avec nous, explique Thérèse, maintenant une préadolescente pleine d'assurance. Cette nuit-là, Francine enregistre Renaissance, sa composition devenue symbole d'espoir pour tant de personnes. Alors que les dernières notes s'évanouissent, elle réalise que sa définition du succès a complètement changé. Ce n'est plus la reconnaissance ou les applaudissements qu'elle cherche, mais l'impact authentique, la connexion humaine, la transmission d'un message de libération à travers sa musique. Le CD devient un succès modeste, mais significatif, trouvant son chemin dans les mains de ceux qui en ont le plus besoin. Les redevances permettent à Francine d'étendre son programme de bourse, offrant des opportunités à encore plus d'enfants des quartiers défavorisés. Un jour, elle reçoit une lettre inattendue de l'ancienne femme de William, Claudine, vivant désormais en Espagne. « Votre courage a créé des ondulations qui ont traversé des frontières, » écrit-elle. « Vous avez accompli ce que je n'ai pas pu, briser non seulement vos propres chaînes, mais aussi le cycle lui-même. » William, confronté aux conséquences de ses actions, entreprend un long et difficile chemin vers la rédemption. Il ne cherche pas à revenir dans la vie de Francine, comprenant enfin que l'amour ne peut être acheté, contrôlé ou forcé. À distance respectueuse, il observe Lucas devenir un jeune homme accompli et commence lentement à construire une relation authentique avec son fils.
Quant à Jeanne, elle trouve une nouvelle raison de vivre en devenant une ardente défenseuse des victimes de violences domestiques, utilisant sa position et ses ressources pour soutenir des refuges et des programmes éducatifs. « Je ne peux pas changer mon passé », confie-t-elle à Francine, « mais je peux aider à façonner un avenir meilleur. » Lors d'une chaude soirée d'été, 10 ans après avoir quitté la villa sur la colline, Francine se tient sur la petite scène de son école, entourée de tous ceux qui ont fait partie de son voyage. Les fenêtres sont ouvertes sur la nuit méditerranéenne, laissant la musique s'envoler vers les étoiles. Elle joue une nouvelle composition, une pièce qui parle non pas de captivité ou même de libération, mais de la beauté de la vie vécue, pleinement, authentiquement, courageusement. Dans l'audience, un visage inconnu, une jeune femme aux yeux hantés, venue à l'invitation d'une amie. Francine la remarque immédiatement, reconnaissant dans son regard la même ombre qu'elle portait autrefois. Après le concert, elle s'approche d'elle. « La musique parle quand les mots ne suffisent plus », dit doucement Francine. La jeune femme sursaute légèrement. « C'était magnifique. J'ai senti que vous compreniez. »« Je comprends », confirme simplement Francine. « Et vous n'êtes pas seule. » Ce simple échange marque le début d'un nouveau chapitre. La jeune femme, Isabelle, devient une habituée de l'école, d'abord comme observatrice silencieuse, puis comme élève, et finalement comme enseignante elle-même, perpétuant le cycle de guérison et d'émancipation que Francine a initié. L'école de musique devient plus qu'un simple lieu d'apprentissage. Elle se transforme en un phare d'espoir, un sanctuaire pour ceux qui cherchent à retrouver leur voix dans un monde qui a tenté de les réduire au silence. Des journalistes viennent parfois attirés par cette histoire inspirante d'une femme qui a transformé sa douleur en beauté et en action. Francine parle avec eux, non pas pour se mettre en avant, mais pour que son message atteigne ceux qui en ont besoin. « Le contrôle n'est pas de l'amour », dit-elle dans une interview qui fait la une du journal local. « L'amour véritable libère, il n'emprisonne pas. » À mesure que sa réputation grandit, Francine reçoit des invitations à se produire dans des salles prestigieuses à travers l'Europe. Elle en accepte certaines, mais reste toujours ancrée à Marseille, revenant toujours vers ce petit appartement au-dessus de l'école où elle a redécouvert sa liberté. Pour les 15 ans de Thérèse, Francine organise un concert spécial. Sur scène, mère et fille jouent ensemble pour la première fois. Un duo qu'elles ont composé ensemble, entrelaçant leurs histoires musicales distinctes mais complémentaires. Thérèse, avec son style plus contemporain, et Francine, avec sa technique classique raffinée, créent une fusion qui transcende les genres et les générations. Lucas, maintenant étudiante au Conservatoire de Paris, revient spécialement pour l'occasion. Il présente à Francine sa petite amie, une violoncelliste talentueuse aux yeux vifs et à l'esprit indépendant. Francine observe avec satisfaction comment Lucas a choisi une partenaire qui est son égale, brisant ainsi le modèle de domination qu'il aurait pu hériter. Jeanne, désormais une octogénaire frêle mais toujours aussi lucide, s'assoit au premier rang, sa canne posée contre sa chaise. À ses côtés, Rachel, dont les mains sont maintenant plus noueuses, mais dont le sourire n'a pas perdu de sa chaleur. Toutes deux ont contribué à leur manière à tisser ce nouveau chapitre de vie. Au fond de la salle, presque invisible dans l'ombre, William observe la performance. Il vient parfois discrètement pour voir Lucas jouer ou pour entendre Francine. Il ne cherche jamais à interagir, respectant les frontières qu'elle a établies. Ce soir pourtant, après le concert, il s'approche de Thérèse. « Tu joues magnifiquement », dit-il simplement. « Ta mère t'a bien enseigné. » Thérèse le regarde, reconnaissant l'homme des rares photos qu'elle a vues. « Merci », répond-elle poliment, mais avec une distance qui montre qu'elle connaît suffisamment l'histoire pour rester prudente. William hoche la tête, comprenant les limites de ce moment. Avant de partir, il laisse une enveloppe pour Francine. Non pas une lettre ou de l'argent, mais les actes de propriété d'un bâtiment plus grand près du port, parfait pour l'expansion, de l'école de musique dont elle a toujours rêvé. Francine reçoit ce geste avec des sentiments mitigés. Elle ne veut rien de William, mais elle reconnaît également la valeur de cette ressource pour tous ceux qu'elle pourrait aider. Après une longue réflexion, elle accepte le don, le voyant non comme une dette personnelle, mais comme une forme de justice réparatrice. Le nouvel espace permet à l'école de s'agrandir, d'accueillir plus d'élèves et d'offrir des programmes diversifiés. Francine engage Isabelle comme directrice administrative, reconnaissant en elle une force et une résilience qui méritent d'être cultivées. Un jour, en triant de vieux documents pour le déménagement,
Francine trouve le dossier médical original de Thérèse, celui qui révélait la supercherie de William. Elle le tient un moment, sentant le poids des années et des décisions qui l'ont amené jusqu'ici. Puis, délibérément, elle le place dans la cheminée de leur nouvel appartement et l'allume. « Pourquoi fais-tu ça, maman ?» demande Thérèse, qui l'observe depuis la porte. « Parce que notre histoire ne se définit pas par ce qui nous a été fait, mais par ce que nous choisissons d'en faire, » répond Francine en regardant les pages noircir et se transformer en cendres. Cette nuit-là, Francine écrit une nouvelle composition, une pièce qu'elle intitule « Cendres et envols », une méditation musicale sur la façon dont les moments les plus sombres de notre vie peuvent devenir le terreau fertile de notre plus grande croissance. 20 ans après avoir quitté la villa sur la colline, Francine est invitée à donner un discours lors d'une conférence internationale sur les arts et la guérison. Debout devant un auditoire composé de musiciens, de thérapeutes et de survivants, elle parle avec une autorité tranquille née de l'expérience vécue. « Nous parlons souvent de l'art comme d'une expression, » dit-elle. Mais pour beaucoup d'entre nous, l'art a été d'abord une respiration, une façon de continuer à exister quand tous les autres espaces étaient surveillés, contrôlés, diminués. Une note jouée dans le silence de la nuit peut devenir un acte de résistance. Une mélodie peut contenir un manifeste de liberté que les mots ne peuvent pas exprimer en toute sécurité. De retour à Marseille, Francine trouve une lettre, inattendue dans sa boîte aux lettres. L'écriture est tremblante mais reconnaissable, celle de William. Elle hésite avant de l'ouvrir, se demandant ce qu'il pourrait avoir à dire après toutes ces années. La lettre est brève. William est malade, probablement en phase terminale. Il ne demande rien, n'exprime aucune attente. Il partage simplement que, dans ses réflexions sur sa vie, ses plus grands regrets tournent autour de la façon dont il a traité ceux qu'il prétendait aimer. « J'ai passé ma vie à essayer de posséder des choses impossédables, » écrit-il. « L'amour, le respect, la beauté, le talent. Je comprends maintenant que ces choses ne peuvent être données que librement, jamais prises ou achetées. » Francine réfléchit longuement à cette lettre, se demandant ce qu'elle ressent vraiment. Non pas de la joie face à sa souffrance, ni même de la colère persistante, mais quelque chose de plus complexe, une reconnaissance mélancolique de la tragédie d'une vie construite sur le contrôle, plutôt que sur la connexion authentique. Elle décide de lui répondre, non pas pour absoudre ou pour punir, mais simplement pour témoigner de sa propre vérité. « Je ne te pardonne pas pour moi, » écrit-elle. « Je le fais pour moi-même, pour ne pas porter le poids de la rancune plus longtemps qu'il n'est nécessaire. La vie que j'ai construite après toi est entièrement mienne, et pour cela, paradoxalement, je dois reconnaître le rôle que tu as joué dans mon parcours. Nous sommes tous façonnés par les tempêtes que nous traversons et tu as été l'une des miennes. » William meurt quelques mois plus tard. Francine n'assiste pas aux funérailles, mais elle accompagne Lucas, qui choisit d'y aller pour clore ce chapitre de sa vie. Elle attend à l'extérieur du cimetière, respectant la nécessité de son fils de faire face à cet héritage compliqué qu'à sa manière. « Comment te sens-tu » demande-t-elle lorsqu'il revient, les yeux rouges mais le pas ferme. « Libre » répond-il simplement. Ce soir-là, ils jouent ensemble au piano de l'école, un dialogue musical qui exprime ce que les mots ne peuvent pas pleinement capturer, la complexité de la famille, du deuil, de la libération et du voyage continu vers la guérison. La vie continue de se dérouler, avec ses hauts et ses bas, ses joies et ses défis. Thérèse part étudier à l'étranger, mais revient régulièrement, enrichie par ses expériences, mais toujours ancrée dans la force et l'authenticité que sa mère lui a enseigné. Lucas se marie et Francine joue à son mariage une pièce spécialement composée qui célèbre non pas la possession, mais la communion de deux esprits libres choisissant de danser ensemble. À 55 ans, Francine reçoit une offre pour enregistrer un album avec un prestigieux label. Trajectoire, comme elle l'intitule, retrace musicalement son parcours, des premières pièces classiques qu'elle jouait enfant aux compositions plus libres et expressives de sa maturité. L'album reçoit des critiques élogieuses, non seulement pour sa technique irréprochable, mais pour sa profondeur émotionnelle et sa résonance universelle. Lors d'une interview pour promouvoir l'album, un journaliste lui demande si elle a des regrets. Francine réfléchit un moment. « Je ne regrette pas les cicatrices », répond-elle finalement. « Elles font partie de qui je suis. Mais j'aimerais pouvoir dire à la jeune femme que j'étais qu'elle valait plus que ce qu'elle pensait, qu'elle était plus forte qu'elle ne le croyait,
et que sa valeur n'a jamais dépendu de l'approbation ou de la validation de quiconque. Un soir, alors que le soleil se couche sur la Méditerranée, teintant le ciel et la mer de nuances d'orange et de pourpre, Francine s'assoit sur le balcon de son appartement, jouant doucement une mélodie improvisée. Thérèse, maintenant une jeune femme accomplie avec sa propre carrière dans les arts visuels, arrive avec une bouteille de vin local et 2 verres. 25 ans, dit-elle en servant le vin. 25 ans depuis que nous avons quitté cette maison sur la colline. Francine sourit, acceptant le verre. Un quart de siècle de liberté. Elle trinque silencieusement, regardant les bateaux dans le port et les mouettes qui tournoient au-dessus des vagues. Le vent porte les sons de la ville. Des voix, des rires, des bribes de musique. Le claquement rythmique des voiles contre les mâts. « Tu sais, » dit Thérèse après un moment, « je ne me souviens presque pas de cette période, mais je me souviens de la première fois que je t'ai entendu rire, vraiment rire après notre départ. C'était comme si je découvrais une nouvelle personne. » « C'était une nouvelle personne, répond doucement Francine, ou peut-être la personne que j'avais toujours été, enfin, libre de respirer. » Elle reste assise en silence, contemplant le crépuscule. Dans la rue en contrebas, des élèves de l'école de musique sortent, instruments à la main, conversant avec animation. L'un d'eux, une jeune fille à la démarche déterminée et au visage expressif, fait un signe de la main à Francine avant de partir. « Qui est-ce » demande Thérèse. « Camille. Elle vient d'arriver il y a 2 mois. Son histoire ressemble un peu à la nôtre. » Thérèse hoche la tête, comprenant. Et ainsi, la spirale continue, mais vers le haut cette fois. « C'est exactement ça, » sourit Francine. « Vers le haut et vers l'avant. » Quand les étoiles commencent à apparaître, elles rentrent à l'intérieur. Sur le piano de Francine repose une nouvelle composition inachevée. Le titre, écrit de sa main élégante, est simplement « Héritage ». « Qu'est-ce que c'est » demande Thérèse en effleurant les pages. « L'histoire continue » répond Francine. « Notre histoire. Celle de toutes les femmes qui ont dû se battre pour leur liberté. Celle des hommes qui apprennent à aimer sans posséder. L'histoire de chaque personne qui a dû choisir entre sécurité et authenticité. » Elle s'assoit au piano, invitant sa fille à s'asseoir à côté d'elle. Ensemble, elles commencent à jouer, leurs mains dansant sur les touches, leur cœur battant à l'unisson, leurs esprits libres s'élevant avec la musique vers un horizon de possibilités infinies. La dernière note résonne dans la pièce, suspendue dans l'air comme une promesse. La promesse que chaque fin est aussi un commencement, que chaque contrainte brisée ouvre la voie à une nouvelle forme de liberté, et que l'amour véritable, dans sa forme la plus pure, ne connaît ni condition ni chaîne. Félicitations, tape 9 dans les commentaires pour me montrer que tu es resté jusqu'à la fin avec moi. Merci d'avoir regardé et à demain pour une nouvelle histoire sur cette même chaîne.